Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec nos invités Jean-Bernard Schmitt, Thomas Huchon et David Doucan. Vous êtes journaliste, David Doucan, chef adjoint du service politique d'Europe 1. On vous connaît bien ici. Vous menez l'entretien Le Grand Rendez-vous chaque dimanche. Et là, Le Dynamiteur, c'est votre documentaire qui passe ce soir sur LCI à 22h30. Il est consacré à Emmanuel Macron. Il était prévu en prime le 18 avril. Vous l'avez avancé pour coller à l'actualité? Oui, la chaîne ayant obtenu cette interview d'Emmanuel Macron aujourd'hui à 13h dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, vous venez d'en parler, s'est dit c'est l'opportunité de faire une journée spéciale où on va parler de politique parce que voilà, on est convaincu, moi c'est une de mes convictions, que nos concitoyens aiment la politique et ils ont envie de comprendre, et de comprendre en particulier ce qui s'est passé en 2017. Pourquoi ce titre, Le Dynamiteur? Mais parce que c'est précisément ce qui s'est passé. Quelle est la définition d'un dynamitage? Un dynamitage, vous le préparez minutieusement parce que sinon ça vous saute à la figure. Ouais. Et mon film tente de démontrer que lorsque nous disions l'année dernière les planètes se sont alignées, Emmanuel Macron a eu énormément de chance. Ah oui. C'est une réalité. Bah c'est vrai, mais pardonnez-moi, il y a eu l'affaire Pénélope Fillon. Bien sûr. Mais oui, mais alors l'affaire Pénélope... Attendez, je vais vous répondre là-dessus. Je finis juste ma phrase. Il y a de la chance, il y a des planètes qui s'alignent, mais il y a aussi un plan. Et ça, c'est ce qu'on découvre en menant cette enquête, c'est que Emmanuel Macron et ses proches ont en réalité planifié l'explosion et le remplacement d'un système politique qu'ils considéraient comme obsolète. Puisque vous en parlez, justement, cette planification, cette stratégie pour l'emporter, il y a une révélation dans ce doc, c'est la révélation d'un visiteur du soir, Alain Minck. Il rencontre Macron, c'est un souvenir qu'il raconte, tout fraîchement sorti de l'ENA. Je pose la question que je pose toujours à ces jeunes gens ou jeunes filles quand je les vois à ce moment-là. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous serez dans 30 ans? Et il me répond, je serai président de la République. Et un peu interloqué, je lui rétorque, je trouve que vous commencez bien mal notre conversation. Alors, au fond, il avait tort, puisqu'il sera ancien président de la République. Il ne plaisante pas? Non. Il plaisante pas. On vient d'entendre Alain Minck, qui est pas rare en interview. Il faut dire à nos auditeurs que vous avez recueilli des témoignages de gens qui sont pas toujours faciles à faire parler. Édouard Philippe, Manuel Valls, ils ont été faciles à convaincre? 19 interviews en tout. Beaucoup d'heures de rush. Beaucoup d'heures de rush, en effet. Effectivement, vous citez Manuel Valls, vous citez le Premier ministre. Le Premier ministre ne donne pas d'interview en tête-à-tête comme ça tous les 4 matins. Mais mon projet était d'expliquer la recomposition politique. Et je crois que ce projet-là, les citoyens, nos concitoyens ont une forme de droit de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est cet argument-là que j'ai utilisé, notamment avec le Premier ministre. Vous êtes produit par David Pujadas. Absolument. L'enjeu est gros pour lui aussi, parce que c'est le premier film, le premier gros doc diffusé par sa société de production qui s'appelle Particule. Et on lui a demandé quelle était la commande qu'il vous avait faite. C'était ramène-nous des infos nouvelles qu'on n'avait pas, qui nous disent quelque chose de cette ascension et de ce succès d'Emmanuel Macron, et ne tombe pas dans le piège de la géographie. J'ai pas eu besoin de lui dire ça. Je vais vous dire à David Doucan, j'ai pas eu besoin de lui dire parce qu'il était déjà carrément sur le coup, et c'est même lui qui, avant même que je lui dise, m'a dit on a un gros écueil, c'est ça, faisons attention. La géographie, c'est un mot pas toujours concernant, ça veut dire au sens figuré. La géographie au sens propre, c'est la vie des saints, ça veut dire faire un film à la gloire d'eux. Voilà. Comment avez-vous travaillé justement pour éviter cet écueil? C'est très simple, j'ai pratiqué mon métier, donc c'est un film qui est... Enfin, il y en a plein qui pratiquent leur métier et qui nous font des géographies justement. Je ne me reviens pas de juger le travail des autres, mais en tout cas pour ma part, j'ai adopté une approche qui est celle qui est la mienne tous les dimanches matins sur Europe 1, qui est une approche journalistique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher des faits, et que ces faits, on les met en perspective. Et par ailleurs, j'ajoute un dernier point sur cet aspect, on va chercher aussi des opinions divergentes. Donc dans mon documentaire, vous entendrez Brice Hortefeux, vous entendrez Jean-François Copé, vous entendrez du côté des amis de François Hollande, Michel Sapin, Julien Drey, et donc les macronistes sont bien sûr présents, il y a Benjamin Griveaux, il y a Christophe Castaner, d'ailleurs vous verrez qu'ils ont une forme de sourire tout au long du documentaire, un peu carnassier. Je ne veux pas déflorer, Philippe, vous me faites signe, mais... Parce que j'allais déflorer un petit peu. Alors allez-y, puisque vous parlez de Michel Sapin, il raconte un épisode incroyable. On est fin août 2016. Emmanuel Macron, qui est ministre à Bercy du budget ou de l'économie, je ne me souviens plus, part annoncer à François Hollande sa décision, des finances, pardonnez-moi, merci. Il va à l'Élysée, il revient à Bercy, à bord de la navette fluviale, et il téléphone là à Michel Sapin, et c'est Sapin qui vous raconte sans filtre. Il lui jure que s'il démissionne, ce n'est pas
pour être candidat à la présidentielle. Donc il vous appelle depuis le bateau et il vous dit non mais j'ai expliqué à François Hollande, tout va bien. Vous lui dites quoi vous à ce moment-là? Que voulez-vous que je lui dise? Je vais lui dire tu mens, tu me racontes des histoires. Voilà, j'ai dit bon. Je ne croyais plus un mot donc, de tout cela. Peut-être le président de la République le croyait encore à ce moment-là, mais je n'en croyais pas un mot. J'aime bien la tête que vous faites, David Doucan. Vous hochez la tête tout en ne sachant pas si tout est vrai ou tout est faux ou tout est manipulé. Moi, je ne m'en lasse pas de ce passage. Pour ma part, je l'ai vu et entendu 10 700 fois, mais je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas parce que là, on est au cœur de ce qui a pu se passer. Emmanuel Macron a éparpillé la gauche de l'intérieur. Ensuite, il a dynamité la droite de l'extérieur. Et c'est ça que je raconte. Et quand je dis éparpiller la gauche de l'intérieur, oui, ça passe par une trahison, nécessairement. Dynamitage de la droite de l'intérieur, la transition est de toute trouvée. De l'extérieur pour la droite. Alors plutôt, on va voir l'intérieur de la droite dynamité par Macron qui est dehors. C'est Jean-François Copé qui vous raconte. On l'a connu comme le prince de la langue de bois. Il a même fait un livre pour dire c'est décidé, j'arrête la langue de bois. Mais là avec vous, il y va franco. Oui. Vous racontez comment François Bayrou avait préparé de longue date son alliance avec Emmanuel Macron. Et au sujet de la dite alliance, vous posez à Jean-François Copé une question faussement naïve. Vous pensez que son alliance s'est faite de manière totalement désintéressée? Vous parlez de Bayrou? Oui. Ah non, pas du tout, non, il n'y a jamais rien de désintéressé, non. Donc c'est quoi alors? On est en politique, il ne faut pas se raconter la vie non plus. Donc c'est en échange de postes? Oui, évidemment, puisqu'il s'est retrouvé ministre de la Justice, où il pensait d'ailleurs profiter de ce moment pour pouvoir régler ses comptes avec 30 ans de rancœur à l'égard de tous ses anciens amis. Donc c'était l'occasion que jamais. On sait tous, quand on est responsable de forces politiques importantes, qu'il faut faut un moment ou un autre... supporter l'impôt Bayrou, quoi. Voilà. C'est ce qui vous permet de prendre des circonscriptions en plus ou en moins dans quelques coins. Donc vous supportez le truc, quoi. Et là encore, vous êtes encore gourmand de ces révélations. Jean-François Copé est l'un des personnages les plus sémillants du documentaire, effectivement. Juste, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais au montage. Parce que j'ai réalisé toutes ces interviews, et puis ensuite, ça commence à prendre forme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le grand règlement de compte. C'est-à-dire que tout au long du documentaire, vous allez voir, c'est bourre-pif sur bourre-pif. C'est-à-dire que l'année 2017 a été une année blessante pour beaucoup de responsables politiques, puisque bon nombre ont été mis à la retraite. Et bien là, ils ont saisi, et je ne m'y attendais pas, ils ont saisi cette occasion pour régler leurs comptes. C'est un peu le solde de tout compte de l'année 2017. Puis un mot que je n'avais pas entendu souvent, c'était le mot pétard, mais pas dans ce sens-là. Vous racontez le dîner et Édouard Philippe. Le fameux dîner. Oui, vous voulez que je vous dresse la scène? Dressez la table. Dressez la table. Nous sommes, au sens propre, au sens figuré. Au sens figuré. Alors, ça, c'est l'une des révélations du documentaire. C'est-à-dire que nous sommes le jeudi qui précède le second tour de l'élection présidentielle. Donc on est à 3 jours de l'élection d'Emmanuel Macron. Un dîner est organisé au quartier général d'En Marche. À ce dîner, il y a Emmanuel Macron, Gérard Collomb, Richard Ferrand, Alexis Collère, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée. Bref, Emmanuel Macron et ses lieutenants. Et ils invitent Édouard Philippe à dîner. Et là, c'est lui qui raconte. Donc on est 7 ou 8 à ce moment-là, et on invite Édouard Philippe à dîner un soir pour tester, pour voir si finalement il correspond aux idées que l'on se fait les uns et les autres. Donc voilà. Il y a Emmanuel Macron à ce dîner? Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai que pendant ce dîner, je me suis dit, bon, pétard, il est probable que tout ça se fasse. La première voix, c'était évidemment Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Mais pétard, c'est Édouard Philippe. Comment faites-vous pour obtenir ces confidences? Vous tournez beaucoup. Non, alors j'ai réalisé une enquête avant le tournage, en passant des coups de fil, en prenant des cafés, en déjeunant avec les responsables politiques et les anciens opérationnels de toute cette année électorale. Et j'ai recueilli cette information du dîner. Et une fois que vous avez l'info, lorsque vous arrivez aux interviews, alors là, oui, effectivement, vous la confrontez et les responsables politiques font le choix ou pas de la corroborer. Ça a été le cas sur ce dîner. Ouais. D'un mot, il n'en manque que 3 dans votre documentaire, Hollande, Sarkozy et Macron lui-même. Pour le président en exercice, c'est normal, on comprend qu'il vous ait dit non. Pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy, pourquoi ont-ils, j'imagine que vous les avez sollicités, pourquoi ont-ils refusé? Oui, je les ai absolument sollicités. Alors François Hollande a refusé pour une raison très simple, c'est que vous avez vu qu'il est en ce moment en train de sortir son livre, enfin il a sorti son livre et donc il est dans une opération de communication, de promotion de son livre. Bon, un documentaire dont on ne connaît pas parasité selon lui. Bah oui, parce que un documentaire, on n'en connaît pas forcément la date longtemps à l'avance, donc ça l'aurait parasité. Il a choisi donc de
préférait des interventions en direct. Et pour ce qui est de Nicolas Sarkozy, je crois que ça n'entrait pas du tout dans sa stratégie de communication. Vous l'avez vu, Nicolas Sarkozy fait des pas de côté, il va sur l'Équipe TV ou d'autres, il y a eu d'autres comme ça événements. Et donc, il a refusé très gentiment, mais il a refusé. Europe 1.